Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour le 39e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop abattus après les annonces gouvernementales et présidentielles de mercredi soir. Pour ma part, je suis une nature optimiste, donc je prends les choses comme elles viennent. Un mois à la maison se présente devant moi, donc on va essayer d'optimiser cette présence à la maison pour pouvoir continuer à courir, puisque c'est autorisé dans la limite des 10 km, et puis peut-être de faire un petit peu plus de renfort, parce que c'est le constat que je fais sur le mois de mars écoulé. Alors un bilan kilométrique qui est pas exceptionnel, sachant qu'il y a eu la première semaine où j'étais complètement en vacances au Mont d'Or, donc je n'ai pas couru, mais malgré tout les distances s'allongent, la vitesse est toujours présente dans le plan d'entraînement concocté par David, mais je sors d'un bloc de 15 jours où les week-ends m'ont permis de bien enchaîner, mais un petit peu de fatigue quand même, contrairement à la semaine dernière où je vous disais que c'était plutôt tranquille, plutôt cool. Là les efforts font qu'il y a un petit peu de fatigue, donc objectif pour le mois d'avril, bien récupérer dans un premier temps, et puis intégrer du renforcement musculaire pour consolider cette structure corporelle qui me conduit à m'entraîner de façon raisonnable, mais en prenant toujours un grand plaisir. Alors merci également à Val3247 pour son petit mot sur Apple Podcast. Elle m'a laissé un petit commentaire en titrant « J'adore ». Elle me dit « Je découvre et j'adore ». Merci. Donc merci beaucoup Val3247 pour ce petit mot qui me fait immensément plaisir. Je vous invite à faire de même, à liker, à partager, à aller faire découvrir ce podcast à vos amis, à votre famille. C'est le meilleur moyen de le diffuser. Donc venez échanger avec moi. Ça me fait énormément plaisir de recevoir vos avis, vos critiques, vos commentaires. C'est toujours très constructif. Alors passons à la présentation de mon invité du jour qui va nous faire voyager. Direction l'océan Indien, cap sur la Réunion. J'ai eu l'immense plaisir, en effet, d'interviewer et de passer un petit moment avec Éric Lacroix, sportif reconnu dans le milieu de la course à pied, mais également du trail. Éric est aujourd'hui un professeur d'éducation physique et sportive agrégé et directeur du SUAPS à La Réunion, qui est le service universitaire d'activité physique et sportive. Avec Éric, nous disposons de quelques points communs puisqu'il est comme moi, natif d'Eure-et-Loir et titulaire d'un master en histoire contemporaine, tout comme moi. Premier vainqueur du marathon du Mont Blanc, Éric dispose d'un énorme palmarès avec de nombreuses courses à son actif. Son expérience du milieu de la compétition, du milieu du trail, lui ont valu justement d'encadrer et de transmettre ce qu'il avait accumulé comme expérience. Éric s'est naturellement tourné vers le domaine de l'entraînement, ayant déjà l'ensemble des diplômes, puisque très jeune, il s'était formé à cette pratique de l'entraînement, et il a encadré les plus grands. Thomas Laure-Blanchet, Xavier Thévenard, Johan Stuck, Benoît Girondel ou encore Nathalie Mauclair sont passés entre ses mains. Il a réussi à les façonner, à leur donner justement ses précieux conseils et à les conduire jusqu'au plus haut niveau. Dans cet épisode, nous reviendrons donc sur le parcours d'Éric en tant que sportif, sur ses activités d'entraîneur, les séances qu'il met en place, la façon donc d'accompagner ses différents athlètes, et un épisode sera également marquant, à savoir la journée du 24 septembre 2019, durant laquelle Éric a failli perdre la vie. Aujourd'hui, une philosophie de vie complètement différente l'anime. Il se destine même à être préparateur mental. Donc Éric, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton humilité et pour l'échange que nous avons pu avoir. J'ai passé vraiment un agréable moment et à travers ce podcast, c'est pour moi un moyen d'accéder à des sportifs qui, comme toi, ont un vécu, ont une expérience et m'ont donné du temps pour parler et pour expliquer, et je t'en remercie énormément. Je vous laisse en compagnie d'Éric Lacroix pour un épisode consacré à la pratique du trail, à l'entraînement et à la préparation mentale. Belle écoute! Alors bonjour Éric, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui.
Je vais te laisser te présenter, même si les gens qui pratiquent la course à pied et le trail connaissent ton nom. Tu es un entraîneur de renom, un sportif de haut niveau. Et je me suis penché sur ta fiche biographique et j'ai trouvé quelques points finalement d'accroche entre nous, puisque tu es natif comme moi d'Eure-et-Loir et titulaire également d'un master en histoire contemporaine. Donc on va peut-être en parler dans l'interview, mais je vais te laisser te présenter façon état civil, ce qu'on peut demander aux élèves à chaque rentrée. Alors ouais, si on parle du point de vue d'état civil, parce qu'effectivement, on fait très à l'identité qu'on verra tout à l'heure, effectivement dans le podcast, je pense. Mais d'un point de vue état civil, j'ai 55 ans. Voilà, je suis né à Chartres, en Eure-et-Loir, et puis je suis prof d'éducation physique à la base. Donc j'ai été orienté très jeune par la pratique sportive, et donc j'ai voulu enseigner, on le verra tout à l'heure. Et puis, je suis directeur maintenant du sport à l'université, c'est-à-dire que je gère beaucoup de choses, des installations sportives, des enseignants, de l'administratif, etc. Mais aussi, je suis entraîneur national de course hors stade et plutôt orienté vers le trail. Voilà, je suis marié avec Nathalie depuis 1990, et puis j'ai deux grands-enfants. Chloé et Arthur, qui ont 28 et 25 ans. Alors, tu disais que le sport était quelque chose de très présent et dès ta jeunesse. Quel sport tu as pratiqué dans ton enfance? Est-ce que c'était déjà la course à pied ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? On va dire que c'est venu un petit peu plus tard, étant donné que j'étais on va dire un garçon assez turbulent. Alors, on le verra peut-être après, mais effectivement, pourquoi j'étais turbulent? Peut-être j'avais besoin de reconnaissance, d'une recherche d'identité. Donc, j'ai fait énormément de sport, et c'était la seule voie, en fait, la voie la voie corporelle, en fait, par le corps pour m'exprimer. Peut-être qu'à cette époque-là, j'avais pas cette voie intellectuelle. Je suis pas issu d'une famille forcément, on va dire, d'une certaine caste, et même si mes parents voilà, lisent beaucoup, etc. Mais j'étais amené à faire beaucoup de pratiques sportives et à être toujours dehors, en fait. Voilà, j'allais jouer au foot, donc j'ai fait du football, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du plongeon de 5 et 10 mètres. Voilà, j'ai fait énormément de sport, mais le problème, c'est que je me blessais, euh, étant donné que justement j'avais une pratique assez excessive. Je me blessais souvent, et on verra après, mais j'ai rencontré la course à pied. C'est un sport qui m'a canalisé, qui a permis aussi de m'orienter vers une autre voie, peut-être un petit peu plus, on va dire, un peu plus raisonnable, voilà, sur ce versant-là, mais aussi qui m'a voilà, aussi qui a contribué à une recherche différente dans la pratique sportive, une recherche aussi qui un petit peu plus sur le versant psychologique. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on y reviendra, mais finalement, on le retrouve maintenant beaucoup présent, ce côté psychologique. Tu as cheminé par rapport à tes débuts et aujourd'hui, on s'aperçoit que la partie psychologique et mentale ont une grande importance pour les sportifs de haut niveau. Et tu t'es spécialisé, on y reviendra justement tout à l'heure dans cette préparation mentale. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier dossard, de ta première course sur les chemins de Beauce où il y avait beaucoup moins de dénivelé à l'époque? Il y en a toujours pas. En fait, ma première course, je l'ai fait pendant mes vacances avec mes parents, à l'âge de 16-17 ans. C'était au semi-marathon de La Guépie, c'était dans le sud de la France. On allait en vacances et dans la nature, souvent, hein, on adorait le côté nature. Et mes parents couraient tous les deux, et mon père était un adepte de la revue Spiridon. La revue Spiridon, qui est née dans les années 70, hein, en fait, il y avait Yves Gianotta, voilà, qui avait créé cette revue. Et finalement, c'était la revue de la course hors stade, et mon père me disait, voilà, la course, ça va te faire du bien, etc. Moi, je voulais absolument pas. Et puis, je me suis inscrit à cette course pour lui faire plaisir, en fait, ce semi-marathon.
Et finalement, j'ai fini devant lui. Il n'était pas vexé du tout, bien au contraire. Et en fait, finalement, ça m'a permis d'être valorisé ce jour-là. J'ai dit, bah tiens, je peux faire des choses sympas et en recherche d'identité liée à la performance. Bah, voilà, je suis capable de faire de grandes choses. Et ça a été vraiment le point de démarrage, ce semi-marathon, où je l'ai fait, je crois, 1h40, ce qui n'était pas trop mal. Hein. Il faisait très chaud, il y avait du dénivelé. Et j'ai démarré comme ça, voilà, à l'âge de 16-17 ans, ma première course à pied. Alors, tu étais sur donc des pratiques, on va dire, un petit peu amateurs. Petit à petit, donc, tu as évolué dans une pratique peut-être plus rigoureuse. Est-ce que tu as intégré un club à partir de ce moment-là? Est-ce que tu t'es orienté tout de suite vers le trail ou tu as eu une pratique comme l'ont les sportifs, à savoir peut-être la piste, ensuite le bitume, pour finir par le trail? En fait, c'était l'époque, enfin, c'est on va dire les années 80. Alors, je suis pas, voilà, enfin, Euh, je vais pas dire c'était mieux avant, etc. Je suis pas du tout cet adepte-là, mais par contre, c'est vrai que ces années 80, il y avait un espace quand même assez sympathique. Et les clubs d'athlétisme à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de pistes, mais il commençait à avoir un esprit de course sur route. Et je me suis retrouvé finalement à intégrer à l'amicale de l'UC, je me souviens de ce club qui était à côté de ça, un petit groupe de courses sur route. Et finalement, j'ai tout de suite accroché en fait. J'ai tout de suite accroché parce que j'ai ressenti quand même un certain degré de liberté de pouvoir courir, de m'entraîner comme je le voulais. J'étais confronté à moi-même en fait finalement et me dire le résultat il viendra que de moi-même. C'est-à-dire que si je m'entraîne dur, j'arriverai à avoir des résultats. Et j'ai commencé à m'entraîner dur à partir, on va dire, de ces âges-là, vers 17-18 ans. Et j'ai commencé par la course sur route, en fait. Et il y a quand même une anecdote que je voudrais dire, qui est très, très importante parce que c'est marrant. J'ai eu cette personne hier par Messenger. C'est mon médecin sportif qui s'appelle Jacques Pruvot, qui est maintenant sur Marseille, qui a été médecin de l'équipe de France d'athlétisme. Et en fait, c'est un super médecin sportif, quoi. J'avais une consultation à faire pour mon certificat médical. Et effectivement, je courais, j'aimais courir, mais ça a été un facteur vraiment déclencheur, comme quoi dans une vie, des phrases peuvent revenir très fort et vous engager une vie complètement différente. Et il m'a dit dans son cabinet, écoute, je trouve que tu as un cœur de champion de France. Je me suis intégré cette phrase dans ma tête et je me suis dit, pourquoi pas? Et je le remercie encore, hein, parce que c'est vrai, au-delà de mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont toujours dit aussi, tu peux être un champion, etc. Dans la vie, ils n'ont jamais baissé les bras et toujours espéré pour leurs enfants, c'est normal, mais ce médecin m'a permis, a été un facteur déclencheur. Effectivement, en 1986, quelques années après, j'étais champion de France, espoir des 25 km. Voilà, j'avais déjà en tête ce questionnement-là et je me suis toujours motivé. J'ai toujours intégré ce genre de phrases dans ma tête. Voilà, c'était déjà un premier déclencheur, on va dire mental, et comme quoi c'était quelque chose de très positif pour moi. Donc la confiance donnée par une phrase donc du docteur Pruvot, que j'ai eu comme médecin. J'avais une blessure à la cuisse et il exerçait à l'époque à Maintenon. Et j'ai souvenir d'une personne très très bienveillante. Et donc ça t'a donné confiance. Ensuite, les courses se sont enchaînées et tu as vu ton niveau progresser petit à petit. Comment ça s'est passé? Parce que d'une course en 1h40 sur un semi-marathon au titre de champion de France, il y a quand même une marche. Donc comment ça s'est déroulé? Tu as pris confiance, course après course, conscient de ton potentiel peut-être? Ouais, c'est ça. Je crois que, en fait, on a quand même, je pense, une certaine génétique. Et moi, j'étudie pas mal l'épigénétique aussi avec Joël de Roné. Je m'intéresse à ça. Après, il y a la manière dont, effectivement, le milieu dans lequel on évolue, et je le dois à mes parents qui ont une vie très saine. Ma mère, dans les années 70, allait à la vie claire, alors que maintenant, c'est très à la mode de manger bio, etc. Mais moi, je mangeais bio déjà à l'époque, sans l'annoncer.
voilà, tout le monde, et on le faisait naturellement. Et finalement, on faisait du sport aussi naturellement, sans forcément l'annoncer, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc., comme un mode de vie, en fait. Et là, on parle de mémétique, ce que dit Joël de René, c'est de la mémétique. C'est-à-dire que j'ai eu une bonne génétique, je pense, grâce à mes parents, aussi après un bon milieu pour me permettre d'évoluer d'un point de vue sportif. Et je crois qu'après, on faisait une sorte de préparation mentale sans le savoir, au bout du compte. La préparation mentale n'était pas aussi évoluée que maintenant, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une révolution sur ce plan-là. Et encore, on est encore éloigné, on le verra certainement. Mais effectivement, j'avais tous les ingrédients en fait pour progresser. Et les ingrédients, c'est aussi à un moment donné de s'entraîner dur. Donc, je m'entraînais tous les jours. Tous les jours, je m'astreignais, mais ça restait un plaisir. C'est-à-dire d'aller courir, pour moi, c'était, comment dire, voilà, comme un fait journalier, naturel. Et je me suis rendu compte aussi, et là, on le voit avec les neurosciences maintenant, que j'arrivais aussi à mieux travailler intellectuellement. C'est-à-dire que cette notion de premier cerveau rationnel, pragmatique, finalement, j'étais pas un très très bon élève à l'école, mais parce que j'étais pas du tout attentif, concentré à ce que je faisais, ça m'emmerdait, hein, à l'école. Et finalement, quand j'ai commencé à courir, en fait, il y a des choses qui se sont mises vraiment au niveau du cerveau là. Et je pense que là, il y a au-delà des endomorphines, etc., il y a des millions de connexions qui se font. Et ça finalement éveillé en fait de plus en plus ma curiosité. Je me suis intéressé vraiment à ce que je faisais et j'ai commencé à lire sur la course à pied, à lire sur le sport, etc. Et en fait, après, ça a été ma voie professionnelle. Et je crois que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages, etc., qui en parlent, que ce soit au niveau occidental ou oriental, mais on parle d'abord de l'agir. Agir avant finalement de connaître. Après, effectivement, il faut connaître pour agir, mais moi, je pars toujours de l'action. Et cette action, en fait, m'a permis après vraiment d'agir derrière et de pouvoir pérenniser, en fait, cette conviction qu'il fallait que j'aille m'entraîner. Alors, tu le disais, ça a impulsé quelque chose, cette action, mais d'un élève qui était peut-être pas tourné vers les études. Aujourd'hui, tu es prof agrégé, tu as fait un master avec donc en histoire contemporaine, tu fais des recherches sur ces neurosciences et sur l'impact donc du mental sur la performance. Donc, il y a quand même eu un beau parcours. Comment tu as cheminé dans ces différentes études? Tu aurais pu simplement dire je suis prof de sport et je m'arrête là. Là, tu as cette volonté aussi d'aller toujours au-delà. On a tous en nous quelque chose, en fait, mais en éveil, il est pas forcément en éveil, en fait. Et je parlais tout à l'heure de Jacques Prévost qui m'a donné cette phrase. Et je crois que parfois, dans la scolarité, on a des phrases qui sont assassines. Effectivement, ça a été souvent dit, mais on n'a pas été parfois dans la psychologie positive, hein, loin de là. Et finalement, on a toujours été c'est aussi très occidental, ça. On est souvent dans la négation. On est souvent dans le négatif, et même d'un point de vue du mental, on est toujours en train de chercher le négatif. Et quand on a du négatif, en fait, on le conserve souvent. C'est-à-dire qu'on a du mal à chercher le positif. Après, je ne dis pas qu'il n'en faut pas du négatif. C'est ce qui nous permet d'avancer, mais en fait, c'est le négatif, en fait, de chercher les solutions dans le négatif qui nous permettent d'avancer, de grandir et d'aller dans le positif. Et en fait, je crois que j'ai toujours aussi été, on va dire, très créatif. Alors, comment l'expliquer? Je le comprends maintenant. C'est-à-dire qu'il y a trois cerveaux, en fait. Hein, et souvent, on se trompe en disant le troisième cerveau, c'est l'intestin, etc. Non, ça c'est. Alors, le premier cerveau, c'est l'aspect pragmatique, on va dire rationnel de la vie. C'est-à-dire, on a ce côté intellectuel, on mesure le QI, etc. Voilà, c'est très bien, mais on en est revenu un petit peu. Il est important. Mais on a vu qu'il y avait aussi un deuxième cerveau, et tout ça, c'était relié. Et ce deuxième cerveau est imbriqué, en fait, au premier, c'est le cerveau émotionnel. Et j'avais certainement aussi, comme beaucoup de personnes, une certaine intelligence émotionnelle qui était un peu bridée, quoi.
Et finalement, cette intelligence émotionnelle, elle permet la créativité, elle permet beaucoup de choses, l'innovation, le rêve, de partir. Souvent, c'est des artistes aussi qui travaillent dans cet hyper émotionnel, voire hypersensible. On en parle beaucoup en ce moment. Après, certainement, beaucoup de personnes l'ont, mais ils ne l'ont pas aussi forcément détecté et ils l'ont mis en sommeil de manière négative. Et le troisième cerveau, en fait, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, en fait. Alors, et souvent, on est dans la rivalité mimétique, c'est-à-dire que on est, la naissance, tous jaloux un peu quelque part. Dès l'instant où on voit quelque chose, finalement, c'est l'altérité, on se construit nous-mêmes sur quelqu'un. Et finalement, quand on comprend ça, c'est que c'est pas de quoi souffre-t-on, c'est de qui souffre-t-on souvent dans la société. Et quand on a mis un peu les trois cerveaux en lien, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses parce qu'on comprend aussi des choses. C'est-à-dire que la rivalité mimétique, aujourd'hui, là, on est dans le modèle, c'est-à-dire on se discute ensemble, on parle ensemble. Ça me semble fondamental et on s'enrichit mutuellement. Et sur notre altérité, en fait, l'altérité, c'est on n'est jamais soi-même. On se construit en permanence. Et moi, je me suis toujours construit en permanence en essayant d'être très, très curieux. Et donc, voilà, sur le côté émotionnel, ce côté innovant, j'ai toujours aimé. Et puis, on se prend aussi des grosses baffes, des fois, voilà, parce que dans la vie, d'un point de vue mimétique, on ne tombe pas sur que des gens sur lesquels on est ensemble, modèle. Des fois, on a une rivalité et on devient même très obstacle, comme dirait Jean-Michel Orgolian qui a écrit sur le troisième cerveau. Ça me passionne parce que vraiment, les trois mêlés, en fait, on se rend compte vraiment que la vie, elle est basée voilà, sur beaucoup de choses très, très complexes. Alors, à partir de ces constats, tu es quelqu'un qui est dans l'échange, dans la communication. Enfin, tu te nourris de tout ça. Est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui que tu es un auteur donc de livres sur le trail, un conférencier, un professeur? Tu as ce besoin de transmettre et de pas forcément garder pour toi les connaissances que tu as emmagasinées? Je dirais qu'à un moment donné aussi, c'est pareil, d'un point de vue génétique et mémétique, on a une éducation et on ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. C'est-à-dire que je ressens, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, après on ne va pas aller sur les points de vue purement philosophiques, mais on pourrait, mais c'est un peu l'extension du domaine du don, c'est-à-dire que aussi d'un point de vue sociologique, c'est donner, recevoir, rendre. C'est Marcel Mauss qui disait ça, et il y a des nouveaux ouvrages là-dessus. Mais je trouve que, effectivement, on ne peut pas ne pas, justement, par rapport au mimétisme, à un moment donné, donner pour recevoir, en fait, aussi, mais pas forcément pour recevoir et d'attendre quelque chose. Mais je crois que, pour moi, ça fait partie de ma nature de pouvoir partager, en fait, voilà, mes connaissances. Alors, les partager, effectivement, on peut les partager sur les trois cerveaux, c'est-à-dire d'un point de vue très rationnel, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue finalement mimétique, c'est-à-dire on ressent quelque chose finalement, se nourrir et faire un projet commun, par exemple, avec certaines personnes. Je l'ai fait dans mon ouvrage avec le côté dessin, par exemple, sur mon ouvrage de travail, avec Mathieu Fourrichon. Mais je crois qu'effectivement, moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Ce n'est pas possible et j'ai besoin de le partager. Alors, par contre, ça m'a joué aussi des tours. Oui, ce que j'allais te dire. Est-ce que, voilà, à un moment donné, ça t'a pas desservi, cette volonté de donner, de partager? quelque part, si, parce qu'on est toujours déçu. On est déçu de la vie en elle-même, mais moi, je dirais, je suis pas déçu des gens, je suis déçu de la façon des fois dont vivent les gens. Et finalement, c'est aussi peut-être parfois la non-prise de conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que je me suis mis aussi à la préparation mentale. C'est que finalement, il y a énormément de choses non conscientes. Notre conscience, c'est un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'on a là un très petit filtre et après, finalement, il y a énormément de choses derrière qui se passent. Et heureusement d'ailleurs, parce que toutes les routines qu'on fait toute la journée, quand on va courir, on ne va pas penser, je vais poser le pied droit et après le pied gauche, je vais mettre sur une pierre là, etc. Tout se fait automatiquement. D'accord ?
Par contre, il y a des choses qui vont être conscientes pendant qu'on court, c'est-à-dire soit des pensées, soit des choses très particulières sur l'attention qu'on va avoir. Et je crois que finalement, le problème, c'est que moi, j'attendais beaucoup de personnes et j'ai des fois eu des réponses non conscientes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un effet miroir, de gens très agressifs ou des gens qui critiquent gratuitement, etc. Et ça, on le voit de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, c'est aussi un phénomène aussi que la personne, des fois, elle est mal elle-même. C'est-à-dire que je prends plus trop pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, j'essaie de maintenant mettre un bouclier, une certaine carapace pour me dire et d'avancer dans ce que j'ai envie de faire. Et je continue. Et d'ailleurs, je suis en préparation certainement d'un prochain ouvrage dans les années qui vont venir. Alors, par rapport justement à tes capacités, donc physique en sport, par rapport à ta connaissance donc du milieu, du terrain, de cette préparation, tu es venu donc un entraîneur donc en trail, mais pas seulement, puisque tu fais du demi-fond également. Déjà, comment tu es venu au trail? De ce semi-marathon, de ces championnats de France sur route, comment tu as basculé petit à petit vers la pratique du trail? Est-ce que c'était un besoin de liberté à nouveau, de grands espaces? Est-ce que tu avais fait le tour du bitume? Ouais, je crois que aussi, effectivement, tout jeune, finalement, j'étais amené à aller jouer dehors, à être à l'extérieur, dans un microcosme voilà, particulier qui était le mien, et je ressentais ce besoin toujours de liberté. Donc, et puis surtout aussi, ce besoin de liberté, il n'est pas que corporel, il est aussi très, très intellectualisé aussi quelque part, parce que euh, j'avais du mal quand même à aller courir sur une piste, faire des tours, voilà. Bien que j'en ai fait. Et j'en ai fait, pourquoi? Pour progresser, justement. Mais j'ai toujours été attiré et intéressé par la nature, puisque mes parents allaient beaucoup en forêt, etc. Et donc, j'ai continué, en fait, à aimer. Et finalement, c'est peut-être, d'un point de vue émotionnel, quand on est un peu hyper émotionnel, voilà, c'est aussi besoin de s'arrêter pour la contemplation. J'appelle ça effectivement ce besoin de contemplation pour souffler un peu finalement. Parce que quand vous êtes sur une piste ou sur la route, etc., avec beaucoup de monde, etc., finalement, on est plutôt sur ces sensations propres, sur soi-même, sur quelque chose de très rationnel et un effort voilà, qui est différent que celui d'aller en nature et d'aller plutôt vers la contemplation, vers l'évasion, ce sentiment d'évasion, de liberté, même si c'est un sentiment seulement. Et finalement, j'ai toujours été attiré par ça. Et donc, j'ai fait de la piste. Et puis après, j'adorais le cross. Et au bout du compte, c'était une chaîne un peu normale, puisque mes parents m'emmenaient en montagne. Et je faisais du trail sans le savoir, en fait. Je prenais mon petit sac, ma petite gourde, j'avais pas de camelback, et je dis je dis à mes parents, je vais monter tel col, et des fois j'avais plus d'eau, j'allais boire de l'eau à la fontaine et je revenais quoi. Et je faisais du trail sans le savoir en fait, et j'adorais ça. Donc à un moment donné, quand la pratique, et ça c'était dans les années 80, hein, fin des années 80, hein, donc ouais, même 85, 86. Donc, quand ça a vraiment démarré, le phénomène du trail, j'ai plus qu'adhérer. Mais avant, il y a aussi la volonté d'aller faire de la course de montagne. Et ça, elle est née début des années 90. J'ai eu la possibilité, je me suis dit, tiens, il y a une course de montagne à Liège-Pas de France. Je ne savais pas que ça existait. Et en 91, donc je me suis inscrit. Et sans grosse préparation, juste avec mes capacités, on va dire, de coureur sur piste, de semi-marathon. Et j'étais qualifié en équipe de France. Et ça a été le début d'une belle aventure sur 5-6 ans. Et tu étais enseignant en Eure-et-Loire toujours, ou tu étais ailleurs pour, En fait, j'ai démarré ma carrière d'enseignant à Garges-les-Gonesse, à Sarcelles. Ça aussi, c'était une belle expérience, avec un public difficile, mais finalement avec des enjeux importants. Et on parlait tout à l'heure de finalement donner un discours. Alors, comme moi, j'ai été marqué, que j'étais un enfant assez difficile, etc., je ne pouvais que le retranscrire à Garges-les-Gonesse, à Sarcelles, avec les gamins, quoi.
C'est-à-dire que leur dire que le sport est une belle voie pour déjà qu'ils puissent s'exprimer corporellement, etc., de faire des choses, et puis le discours derrière, quoi. Donc j'ai aussi, moi aussi, beaucoup appris en tant qu'enseignant dans ce genre de quartier difficile, hein. C'est très, très dur, hein. Je veux dire, les enseignants qui y travaillent, moi, je les applaudis fortement. Parce que l'enseignement est complètement différent de ce qu'on peut avoir, hein. Tu es enseignant, tu le sais. C'est pas le même enseignement qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est là sur non pas à appliquer des méthodes et appliquer un programme. Il faut aussi beaucoup travailler sur le versant mental et psychologique des enfants. Bah, ce que tu disais, hein, les paroles qu'on peut proférer parfois aux élèves ont parfois un effet booster pour des élèves. Moi, je le vois au quotidien, hein, des élèves qui viennent dans notre lycée professionnel. C'est des élèves qui ont été parfois cassés un petit peu par le système, et de les accompagner, de leur redonner confiance. Et le sport a été un bon moyen pour nous également de les dynamiser, ayant réalisé un projet. On parlait de projet tout à l'heure, on les a conduits jusqu'en haut du Ventoux en vélo. Donc pour des jeunes qui étaient pas du tout sportifs. Et là, on peut travailler derrière sur le goût de l'effort, le fait de s'être dépassé. Et je te rejoins sur l'expérience que tu as pu avoir du côté de Sarcelles. Et je rebondis sur ce que tu évoques, c'est fondamental aussi, parce que là, on est dans le milieu du sport, le milieu du travail, etc. Mais en fait, il y a les compétences vraiment transversales, il y a la transversalité dans ce qu'on dit. Tu parles d'accompagner, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que on ne va pas prendre le modèle anglo-saxon comme un modèle somme-homme, etc. Par contre, on est très mauvais, nous, là, par exemple, en France, sur l'accompagnement mental. Les anglo-saxons, les Américains, ils travaillent tout jeunes, ils savent vraiment ils ont un accompagnement mental. Et effectivement, le fait un travail sur la motivation, sur la confiance, sur beaucoup de choses, nous, on ne le fait pas. On est là à noter et à mettre une note et pas accompagner du tout derrière. Ça fait des gamins un peu perturbés, hein, c'est normal. Et le projet que tu évoques, en fait, oui, voilà, on est sur la logique de projet, on les accompagne, et en fait, le projet leur permet de sortir un peu de leur zone de confort. Quelque part, on parle de zone de confort, on est là-dessus. C'est pas forcément se dépasser, c'est sortir d'une zone de confort. C'est pas pareil. Et cette zone de confort, elle est fondamentale. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, voilà, finalement, la prise de conscience, on parlait tout à l'heure de non-conscient, là, la prise de conscience de quelque chose d'important pour moi. Et finalement, les études, parfois, on n'a pas l'impression, faut faire. Voilà, il faut faire. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de prise de conscience derrière, finalement. Donc, comme tout le monde, je dois faire. Ouais, je dois faire des études, je dois faire des maths, je dois faire des choses. Mais au plus profond, voilà. Pourquoi moi, j'ai continué à courir? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que pour moi, c'était bien et que j'avais un projet derrière, etc. Et on est là à la base même vraiment de cette motivation, de cette attention, de cette concentration qu'on peut avoir derrière, en fait, et de ce travail qui peut y avoir derrière, et d'accompagnement, en fait, finalement, parce que l'accompagnement mental, c'est pas de la psychologie, de la psychanalyse uniquement. L'accompagnement mental, on le voit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le premier cerveau, le deuxième cerveau, savoir comment ça fonctionne. Voilà. Pourquoi j'ai mis de l'émotion? Est-ce que je peux revenir à quelque chose de le traduire, cette émotion, finalement, sur le premier cerveau? Est-ce que je peux le traduire? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi j'ai peur? On peut le traduire par des mots précis, par le langage. Et ça, des fois, on ne le fait pas. On le fait pas, on laisse l'émotion et « Ah, c'est pas bien, on va sanctionner. » voilà. Donc, il y a, je pense, un gros travail à faire. En termes d'émotion, si tu fais une rétrospective sur tes nombreuses courses et sur ta carrière, quelle est celle qui t'a apporté le plus de fébrilité, d'émotion à la fin d'une course, ou en course peut-être un souvenir qui pour toi reste vraiment marquant? Le souvenir marquant, effectivement, là, si on parle en termes de compétition, parce qu'il y a tellement d'entraînements qui sont marquants, il y a tellement c'est difficile de faire des choix, mais là, en termes de compétition, c'est peut-être le marathon du Mont Blanc en 2003. Donc, tu es le premier vainqueur. Tu es le premier vainqueur de ce marathon. Voilà. Oui. Voilà, pour moi, c'est très symbolique déjà. C'était la première fois qu'il y avait cette course. Il y avait le Cross du Mont Blanc que j'allais régulièrement. J'avais réussi à faire un podium.
Et cette course, elle prend naissance. Et je me suis préparé pendant 6 à 7 mois, sans faire aucune compétition, en étant mobilisé uniquement là-dessus, en me disant, voilà, je vais la préparer et je vais essayer d'être au top, quoi. Voilà. Et je me suis retrouvé dans la course, en fait, ce qu'on appelle le flow, quoi. Enfin, c'est ce sentiment que je suis imbattable, voilà, ce jour-là. Et dans la course, j'ai jamais douté. J'étais 6e à un moment donné au semi-marathon, voilà. Puis après, j'ai remonté. Il y avait d'ailleurs Kenyans, Éthiopiens, il y avait Philippe Raymond, un des meilleurs marathoniens français. J'ai jamais douté, jamais douté. Et c'est absolument fabuleux, ce sentiment de pouvoir contrôler en permanence, d'accélérer quand on veut, de ne pas douter de soi-même. C'est vraiment extraordinaire. Et puis en même temps, il y avait toute ma famille à l'arrivée, quoi. Donc, ma fille qui me saute dans les bras. Voilà, d'un point de vue émotionnel, je crois qu'il y avait tous les ingrédients et c'est pour moi un souvenir fabuleux, exceptionnel. Tout était aligné pour que tu réussisses et que tu remportes cette course ce jour-là. Et surtout, la première édition, c'est symbolique, quoi. De faire la première édition, de la gagner, pour moi, c'était un grand symbole. Alors ensuite, tu as basculé du côté de l'océan Indien. Explique-nous comment, déjà de Chartres, ensuite tu as gravité donc en tant qu'enseignant. Comment tu es arrivé sur le Caillou, à La Réunion? En fait, j'avais été invité quand j'étais en équipe de France à La Réunion. Je venais faire la course de l'ail ici, en fait. Et il y avait à l'époque Raymond Fontaine qui était un jeune junior. J'avais été invité avec Thierry Breuil une année, l'autre année avec Jean Payette. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est Jean-François Payette. Et finalement, j'avais adoré ce côté très nature, très sympa, une population très ouverte, qui se pose pas de questions. Et j'avais besoin de ça, en fait. Et je me suis dit, bon, qui sait? Et ça, c'était en 97, hein, donc j'ai mis quand même du temps. Parce que en fait, j'ai muté en 2004 ici. Et quand après toutes les études et puis le lycée, les différents lycées, collèges, etc., que j'ai pu faire. Et en fait, ma femme travaillant à Paris, faisant les allers-retours tous les jours, il y a eu un peu ce côté ras-le-bol. Et puis on s'est dit, bon, on va faire quelque chose pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent découvrir une autre facette de la vie. Et finalement, alors, est-ce que c'est un acte courageux ou pas, de tout laisser? Quand même, on laisse quand même la famille, on laisse beaucoup de choses matérielles, etc., pour partir. On l'a fait en 2004 et on ne regrette pas, parce que moi, j'avais déjà des projets, j'adorais la montagne, donc je me suis dit, je vais m'orienter là-dessus et entraîner, faire découvrir, donner de mon temps, donner de mon énergie et de mon expérience sur l'île de la Réunion. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ma femme va pouvoir aussi décompresser, puis mes enfants vont pouvoir aussi découvrir le côté nature. Mais on regrette absolument pas. Tu regrettes pas les plaines de Beauce et les champs à perte de vue? Non, après, dans la culture profonde, effectivement, on a des racines, mais on a des racines multiples. Hein. On est quand même on est quelque part des nomades. Hein. On migre un peu partout et effectivement, c'est assez amusant de voir finalement nos ancêtres, si on regarde bien. Moi, j'ai du sang polonais, voilà. Et voilà, donc c'est quelque chose, effectivement, je crois que faut pouvoir se détacher de ça, en fait, de ce côté matériel, de ce côté racine, en fait. C'est ce qui nous tient racine, c'est surtout la terre et ce qu'on en fait. Et effectivement, voilà, et aussi de ces actions qu'on va mettre en place. Donc, je crois que d'être à Chartres ou à La Réunion, je crois que c'est aussi de ce qu'on fait, de sa vie, qui est important. Alors, de ton expérience, de ton bagage, on va dire, de sportif de haut niveau, tu as été amené donc à coacher ensuite de grands trailers. Alors, si on reprend la liste des grands noms du trail, Thomas Laure-Blanchet, Xavier Thévenard, Benoît Girondel, Johan Stuck, mais également des féminines, Émilie Lecomte, Nathalie Mauclair. Comment ces grands sportifs sont venus à toi
quels ont été les facteurs de rencontre? C'est ta connaissance, ton expérience? Comment tu as pu être amené à les entraîner? En fait, j'ai toujours entraîné aussi. Quand j'ai commencé jeune à courir, dès l'âge de 18 ans, déjà, je m'intéressais à l'entraînement. Et j'ai vraiment commencé à faire des premiers plans d'entraînement à l'âge de 20 ans, quoi. Et j'ai passé mon brevet d'État assez jeune, je crois à 20, 21 ans d'athlétisme. Après, j'ai laissé un petit peu de côté, mais j'ai toujours aimé entraîner. Et au bout du compte, j'ai vu énormément de monde. Alors, les gens me mettent une étiquette de sportif de haut niveau, c'est vrai, mais j'ai entraîné beaucoup de personnes et tous les niveaux, et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure qu'on a avec ces personnes. Et si effectivement, avec les athlètes de haut niveau, en fait, ça a été le fait que je sois aussi à La Réunion. J'ai entraîné ici quelqu'un qui a gagné le Grand Raid en 2007, qui s'appelle Thierry Chambry, qui n'était pas du tout attendu et qui a gagné le Grand Raid avec 1 heure et demie d'avance devant Antoine Guillon à l'époque. Et j'avais entraîné Thierry. Et finalement, après, voilà, c'est vrai que dès l'instant où on entraîne quelqu'un qui gagne, je faisais entre guillemets, j'accompagnais vraiment cette personne. Et au-delà de l'entraînement purement sportif, c'est aussi un accompagnement mental que je faisais déjà à l'époque. Parce que moi, dans un sentier, j'ai dit à un moment donné à Thierry, bon, écoute, Thierry, voilà, j'ai fait comprendre qu'il pouvait gagner, qu'il allait certainement gagner. Et il se l'est mis dans la tête à un moment donné. Il a eu tous les éléments qui sont arrivés, puis il a gagné, quoi. Et donc, après, le premier athlète qui est venu dans la boucle, ça a été Thomas Laure-Blanchet, qui est quelqu'un qui a un premier cerveau très ordonné, quelqu'un de très pragmatique, etc. Donc, il fallait aussi répondre à cette demande. C'est là où, finalement, tous les athlètes sont différents. Il y en a qui ont besoin d'un côté émotionnel. C'est pour ça que j'ai fait cette intro, parce que ça permet de visualiser. D'autres, c'est sur le côté relationnel. Et puis d'autres, ça va être le côté, Thomas, c'était le cas, voilà, il faut que ce soit un plan bien mathématique, etc., bien ordonné, avec des grosses charges d'entraînement pour que aussi, après, ça bascule vers le côté émotionnel. Et puis après, d'autres athlètes, j'ai eu cette opportunité que je remercie, hein, Laurent Ardito, qui est venu me voir pour me faire intégrer le team ASIC. Et là, ça a été un dénominateur vraiment fort pour me permettre d'être encore un petit peu plus connu, entre guillemets, dans le milieu, parce que j'ai entraîné toute l'équipe d'ASIC nationale. Et dedans, il y avait un petit jeune qu'on ne connaissait pas trop, qui s'appelait Xavier Thévenard, je crois que c'est en 2010, qui n'était pas du tout connu, donc j'ai pris en main. Et puis pareil, il y a une formation à faire sur le côté course, parce que ces gars-là faisaient du ski, faisaient du long, etc. Mais moi, j'essayais de trouver, en fait, qu'est-ce que, dans le puzzle, voilà, quelle pièce manque. Et C'est ce que j'allais te demander. Comment par rapport à ces sportifs que tu as conduits vers le haut niveau, comment tu arrives à déceler ce potentiel? Comment tu arrives à doser finalement ce qui va être bénéfique pour le coureur? En fait, c'est un petit peu comme la loi de Pareto, quoi. C'est un peu le côté 80-20. Je pense qu'il y a énormément de discussions, d'observations, d'écoute, etc. Et ça, pour moi, ça fait 80% du temps. Et après, 20% derrière, ça va être effectivement ce qu'on va écrire, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on va pas, c'est toute cette face cachée de l'iceberg qu'on dit, c'est la belle image qu'on met à chaque fois. Effectivement, c'est ces 80% et 20% qui émergent. Mais il y a énormément de travail d'écoute à faire, d'entretien avec la personne, comment il se comporte, comment il est réagi en compétition. Et ça, c'est de l'observation. Et l'observation, c'est fondamental. L'écoute, l'observation, c'est des choses vraiment importantes pour un entraîneur. On ne peut pas, à un moment donné, dire, voilà, tu vas faire ça. Ça paraît un problème. C'est comme en préparation mentale. On ne doit absolument pas, nous, de quel droit on se permet de dire qu'il doit faire comme nous, on a envie. Je crois que c'est la personne aussi qu'il faut comprendre. Je veux dire, que ce soit d'un point de vue sportif ou mental, c'est la personne d'abord qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin, elle. Donc, elle va à un moment donné le faire montrer. Mais c'est après qu'on peut intervenir, dire, voilà, on va se mettre d'accord, et c'est de la co-construction sur quelque chose, de dire, là, on a co-construit, en fait. Oui, on a bien vu que
que c'était de la vitesse qui manquait. Donc, on a travaillé, on n'a pas travaillé sur piste, on a travaillé comme il voulait lui, en nature, sur des petits fractionnés, ce qu'on appelle fractionnés, intervalle training. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'on aboutit à faire des résultats, je pense. C'est pas en collant une méthode ou, voilà, ou un dogme. Alors, ça, je suis. Même si moi, j'ai écrit un livre avec une méthode, avec une modélisation, mais justement, c'est pour faire réfléchir et sortir aussi de cette modélisation pour après imprimer autre chose. Je suis en train d'imprimer autre chose, en fait. Et c'est ce que je vais écrire là dans les années à venir, ça sera un peu différent. Donc, il n'y a pas une méthode, Éric Lacroix, c'est vraiment en fonction du profil que tu vas avoir devant toi. Quel est celui qui, dans sa progression ou dans le relationnel avec lequel tu as pu avoir, t'a le plus impressionné? Tu t'es dit, celui-là, je pense vraiment que ça va devenir un top coureur. Quel est celui qui t'a le plus marqué? C'est difficile à dire, en fait, celui qui m'a le plus impressionné, parce que quels que soient les niveaux, en fait, tout le monde m'impressionne un peu, c'est cette abnégation, en fait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est parce que j'ai pas comment dire, cette foi dans l'ultra long, et pourtant je me passionne là-dedans, dans l'ultra distance. Par exemple, dans le Grand Raid, je suis hyper passionné, tout ce qui est ultra trail du Mont Blanc. Et moi, je suis vraiment impressionné par le côté justement mental, c'est pour ça que je m'y intéresse, et l'abnégation et la capacité en fait à pouvoir résister à cette fatigue, à pouvoir résister à cette usure énorme qu'il y a au bout de quelques heures. Moi, je me fais chier au bout de 5 heures, quoi. Et pourtant, je suis dans la contemplation, on le disait tout à l'heure, mais j'ai du mal quand je fais de la compétition voilà, après être dans la contemplation, je peux plus. Je suis sur moi-même, de la fatigue arrivant. Et moi, je suis assez impressionné par ces personnes, effectivement, que ce soit Thomas sur des formats plus courts. Thomas Laure Blanchet m'impressionnait on a quand même travaillé ensemble pour qu'il gagne une 4e fois au Templier. Ça, c'est une belle victoire pour lui. Et c'était fabuleux voilà, ce rendez-vous. Mais cette capacité à pouvoir encaisser une allure très très forte pendant 4 heures comme ça, et de faire douter les autres, ça m'impressionne. Mais aussi Xavier, quoi, sur sa première victoire à l'Ultra Trail du Mont Blanc, de pouvoir aussi résister à toute cette pression psychologique autour, parce qu'il y a un plateau fabuleux, un plateau énorme, et après il y a un travail d'équipe derrière, mais quand même, il est tout seul à courir. Et voilà, moi, et de le voir, en fait, encore au bout de 15 heures de course, pouvoir résister comme ça, moi, ça m'impressionne, effectivement, des gens comme ça. Il y en a plein d'autres, hein, et je ne vais pas les citer, mais effectivement, même chez les femmes, j'ai vu aussi, effectivement, des profils assez. Et effectivement, bon, on a comment je pense, sur cette discipline, des personnes qui, moi, en fait, m'impressionnent, effectivement. Et c'est pour ça, peut-être, que je suis attiré aussi autant par ce côté entraînement, psychologie, etc., parce que j'arrive pas à me projeter, moi, là-dedans. Et finalement, je suis assez impressionné. Donc, c'est pour ça que j'étudie peut-être plus. C'est assez psychologique, du coup. Et est-ce que par rapport au moment que tu as vécu, cet accompagnement de sportifs, donc de haut niveau sur des compétitions ou d'autres, hein, tu le disais, peut-être un peu plus anonymes, est-ce que tes satisfactions, elles sont plus importantes sur ton versant entraîneur ou si on rebascule sur ta carrière de sportif? Est-ce que tes bons moments, ils sont plus aujourd'hui sur ce côté accompagnement ou sur le profil athlète? Ça se rejoint, je pense, parce que en fait, ce que je vais dire, c'est important pour moi. C'est pas tant l'objectif en fait. C'est vrai que de gagner le marathon du Mont Blanc ou de faire gagner un ultra trail du Mont Blanc, les Templiers, c'est chouette, quoi. Par contre, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le chemin pour y parvenir. Moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé. On est un petit peu toujours, il y a une sorte de post-déprime derrière, d'ailleurs, quand l'événement est passé. Et ça, il faut s'y préparer aussi. Mais moi, le chemin pour y parvenir, que ce soit pour m'entraîner moi ou entraîner les autres, bah, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'on vit une aventure, on sait qu'elle va être dure, difficile,
motivante, mais avec plein d'embûches. Mais c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est-à-dire que comment on va essayer d'y parvenir, et on sait très bien que voilà, on n'a pas la science infuse et que c'est pas mathématique, quoi. Et je dis à tous mes coureurs, enfin à tout le monde, l'entraînement n'est pas mathématique, et ça je l'écris plusieurs fois dans le livre. Justement, de cet accompagnement, tu as développé aujourd'hui, alors c'est Pace, c'est ça, cette application qui Ouais. permet justement d'accompagner des sportifs. Ça, c'est toujours cette volonté de continuer à coacher, de continuer à accompagner encore et encore, et de découvrir finalement d'autres profils. Ouais, en fait, ouais, on est encore une fois dans l'extension du domaine Python, hein. Mais c'est vrai que c'est c'est partagé, en fait. Voilà, je suis arrivé à La Réunion, ouais, je me suis rendu compte que sur le Grand Raid, les gens n'étaient pas forcément bien préparés. Ou, voilà, c'est pas grave, hein, mais j'ai voulu apporter ma touche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, bah, regardez, il faut faire aussi un côté inversant musculaire, parce que beaucoup de gens se blessaient. Et de durer, enfin, voilà, dans la technicité ici du parcours, voilà, je me suis rendu compte de certaines choses, je l'ai fait moi-même, donc je m'en suis aperçu aussi. Et j'ai voilà, apporté des éléments constructeurs dans ce cheminement. Donc, effectivement, pour moi, c'est fondamental aussi de pouvoir donner, voilà, et d'apporter des éléments nouveaux dans l'entraînement. Alors au niveau de l'entraînement, il y a une séance que j'aime bien faire qui pique un peu les cuisses, à savoir le Myo Cross Max. Tu en es, on va dire, l'inventeur. Tu as la paternité de cette séance. Est-ce que tu peux nous expliquer ses bienfaits, en quoi elle consiste et en quoi elle peut être utile pour des personnes, pas forcément trailers, hein, mais sportifs qui vont pratiquer la course à pied? Ouais, alors je vais t'expliquer, je voulais juste revenir un petit peu sur la méthode PACE ou les méthodes innovantes, en fait. Je pense que dans notre pratique, il faut aussi mettre de côté le côté hyper sérieux. Et c'est pour ça aussi que j'essaye d'amener, voilà, j'ai essayé d'amener dans le livre certaines bulles, etc. Même si on est sérieux, il faut apporter des éléments scientifiques, etc. Mais c'est pas la science qui va nous sauver, hein, forcément, hein. C'est prendre des éléments et les amener et jouer aussi. On a oublié, moi étant jeune, je jouais en fait. Je jouais au foot dehors, j'allais courir, je jouais en fait. Et ça, faut surtout pas l'oublier. Donc jouer, c'est pour ça que j'ai amené ces concepts un peu et de retravailler le ressenti avec Pace, par exemple, sur la plateforme. Et d'ailleurs, tous les plans maintenant sont désormais gratuits. Après, si les extensions sont payantes, mais ça, j'ai voulu aussi avec mon associé que ce soit gratuit pour apporter des éléments aux gens qui s'entraînent bien, etc., qui puissent découvrir autre chose. Et la méthode du Myocross Max, en fait, c'est le fait de travailler musculairement en s'amusant. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, en fait, c'est la méthode effectivement qu'on avait à Dijon, que de musculation isométrique, etc. Ouais, oui, oui, je m'inspire. On s'inspire, on est obligé de s'inspirer. Quand on parlait tout à l'heure du mimétisme, c'est ça. On prend un modèle et on le met. Puis par contre, le modèle, moi, je l'ai expérimenté et je l'ai placé dans l'environnement du trail. C'est-à-dire que c'est la répétition, en fait, qui est fatigant. Parce que faire une seule chaise pendant 3 minutes et faire un exercice derrière, bon, OK, on a un module. Par contre, là, vous faites une chaise, par exemple 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute, et derrière, vous courez dans une côte plus ou moins dure pour le côté musculaire et vous répétez plein de fois. Bah là, en fait, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue qui s'installe, mais en même temps, ça reste un peu ludique. On peut le faire à plusieurs, tout seul ou à plusieurs. Et il y a des phases un peu de repos, en fait, sur la chaise cardiaque, etc. Donc, je trouve que c'était ça, en fait, le but. Et après, par contre, il y a des incidences physiologiques sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que le travail isométrique, bah, on va recruter des fibres rapides, on va travailler sur le recrutement, un recrutement différent que quand on le fait en concentrique. Et puis après, quand on fait une côte, on va redescendre en excentrique. Donc, on travaille tous les registres de contraction, en fait, et aussi les filières physiologiques. Alors par rapport à cette
à cette séance, Eric, et à d'autres finalement séances qui permettraient à des coureurs de métropole de venir justement sur le Grand Raid, quels conseils tu pourrais donner justement à des personnes qui se sont inscrites sur cette compétition pour arriver en bonne forme? Et là, je pense à Stéphane, qui est un auditeur de Suisse et qui se languit justement d'accueillir tes conseils pour bien préparer son grand raid à venir. Les conseils, en fait, c'est de dire qu'à un moment donné, on ne se lance pas quand même sur le grand raid comme ça. C'est-à-dire que il ne faut pas démystifier le grand raid. C'est-à-dire c'est une course extrêmement difficile. Je vous rappelle, hein, c'est presque 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, mais dans un environnement très chaud, avec des écarts de température énormes, avec un sol très, très technique parfois. Et je crois qu'il ne faut pas le démystifier. Après, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut arriver préparé. Donc, arriver préparé, c'est quoi? C'est arriver avec déjà une très, très bonne condition physique, avec un volume d'endurance quand même suffisant, et aussi une bonne condition musculaire. Donc, ça, c'est très important. Comme dirait notre cher ami Boris Cyrulnik, les premières 1000 heures de notre jeunesse sont très importantes pour le devenir. Moi, je dirais aussi, effectivement, il y a un nombre d'heures. Alors, je ne l'ai pas forcément calculé au niveau de la charge, mais il faut avoir quand même passé des heures un peu dans les sentiers et avoir découvert son corps, comment il réagit dans les sentiers pour pouvoir se lancer quand même sur le grand raid, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on demande de faire des courses et c'est pour ça qu'il y a des points, en fait, quelque part. Ce n'est pas pour embêter le monde, c'est pour dire à un moment donné, il y a des étapes et des gens, des fois, disent oui, il faut que ça reste populaire, etc. Mais aussi, c'est effectivement, ça n'empêche pas le côté populaire. Et il faut que ça reste d'ailleurs populaire. Et ça, c'est tout un débat encore. Mais la préparation, je crois qu'on peut prendre du recul, être très ouvert, jouer, etc. Mais il faut que la préparation soit quand même un minimum sérieuse. Il faut avoir quand même pas mal de kilomètres dans les jambes et puis du travail musculaire, articulaire, etc. Et après, bon, on peut greffer un petit peu de travail vitesse, mais ce n'est pas obligatoire, hein. On sait qu'on va beaucoup marcher sur le grand raid. En fait. L'allure du premier est à 7 km/h, l'allure du dernier est à 2, 2,5. Mais avec les 10 000 mètres de dénivelé, donc l'allure moyenne est aux alentours de 3-4 km/h. Donc vous voyez qu'on marche, enfin, tu vois on marche beaucoup en fait, mais il faut savoir marcher, par exemple. Donc, juste pour terminer ça, c'est de dire effectivement et rassurer, c'est que ne pas faire des week-end shocks toutes les semaines, ça ne sert à rien. Mais de temps en temps, peut-être une fois tous les 3 semaines, tous les mois, bah, on va faire quelque chose de long, que ce soit en vélo ou à pied. On va finalement stimuler, fatiguer son organisme à un moment donné pour lui dire, bah, voilà, on commence à se mettre en condition. Et il faut au moins avoir couru une fois dans la chaleur pour voir ce que c'est. Au moins avoir couru très très long. Faire une très longue descente au moins une fois, un peu sur du côté technique, si on peut, ça serait bien. Parce que moi, je sais qu'il y a des Chartrains qui sont venus ici, ouais, je fais du marathon, tout va bien, etc. Et au 30e kilomètre, ils ont bâché. Hein. Bah oui, il leur restait encore 140 km à faire, mais au vu des conditions, ils ne se sont pas rendus compte que c'est extrêmement difficile, quoi. Donc moi, je dévalorise pas, je démystifie pas. J'essaye de dire, voilà, très très bonne condition physique, musculaire, faire du long, s'entraîner un peu à la chaleur. Et puis après, bah, je lui conseille d'aller voir un petit peu, de lire, de s'informer sur la pratique, quoi, parce que ça vient pas comme ça. Hein. C'est des mois de travail et des mois d'entraînement. Alors, par rapport à l'entraînement, tu l'évoquais tout à l'heure, être plus attaché au ressenti, c'est-à-dire on lâche la montre, on lâche le cardio et on est plus à l'écoute de ces sensations. Ça, c'est quelque chose que tu développes et que tu prônes aujourd'hui, d'être un peu, je vais pas dire déconnecté, mais recentré sur son propre mental, son propre voilà, le corps qui nous habite, d'être vraiment dans je ressens les sensations, là je me sens bien, là je sais que j'accélère, là je sais que ça va être un petit peu plus difficile, plutôt que d'être toujours le nez rivé sur le chrono. Ça, c'est ton credo. Ouais, c'est le credo parce qu'en fait,
il faut se remettre dans le contexte écologique. Alors, le contexte écologique, ça veut dire le contexte vraiment réel de la pratique. Et on l'a oublié. Comment ça se passe, en fait, un travail? C'est ça qu'il faut dire. Comment ça s'est passé? Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Il y a eu beaucoup d'expériences. Est-ce qu'on est en train de tourner autour d'un anneau et puis regarder son chrono et que la fréquence cardiaque soit… Voilà. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment, à un moment donné, de toute façon, au bout de 5-6 heures, le cardio ne monte plus. Parce que, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a une dérive cardiaque négative. C'est-à-dire que le cerveau décroche à un moment donné le cœur pour se protéger. Après, il y a effectivement un peu de déshydratation, etc. Mais regardez une courbe cardiaque sur un ultra à partir de 8 heures. Au début, on va être à 150, etc. Puis après, on est à 110, quoi. Et on a l'impression d'être à 150, 160, par contre. Mais factuellement, regardez, quoi. Enfin, c'est pas la fréquence cardiaque. On peut pas se fier là-dessus. C'est impossible. C'est impossible de se fier à la fréquence cardiaque, puisque on le voit bien et ça décroche. Après, la fatigue musculaire, comment on peut voir? On n'a pas de capteur de puissance. Voilà. À quoi on peut se fier si ce n'est à s'habituer à un moment donné à travailler sur une échelle soi-même? Et c'est là où on revient sur le premier cerveau, on travaille le côté pragmatique. Si je l'ai travaillé l'entraînement d'une note de 1 à 10, ma fatigue musculaire, j'en suis où? Je suis à 9 sur 10. Ok, je vais commencer à relâcher un petit peu. Je vais essayer de m'arrêter au prochain machin, masser. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on sait que si on est à 5 sur 10, qu'on a un peu de marge, mais on ne va pas d'un seul coup pulser parce que après, effectivement, il y a le côté physio, le ressenti de l'effort, là, purement ressenti de l'effort. Si je vais trop, voilà. C'est comme le pacing de course, en fait. Ça s'appelle pacing de course. Hein. C'est le mot à la mode dans le trail. C'est comme la voiture, en fait. C'est une pédale d'accélérateur. C'est la même chose. Je te donne 10 litres d'essence et tu dois faire le tour de l'île, ici, 200 km, ou je te donne que 6 litres d'essence, c'est pas la même chose. Donc, tu vas être obligé toujours de… faut faire la même chose. C'est-à-dire que un athlète de haut niveau, lui, il va peut-être appuyer parce qu'il sait qu'il a 10 litres d'essence et qu'il est prêt, mais quelqu'un qui est moins performant, il a peut-être que 6 litres, lui. Donc, il va falloir qu'il joue en permanence sur ce ressenti. C'est ça le pacing, c'est-à-dire, là, je peux un peu accélérer, là, je peux trottiner, voilà. Il faut que je m'alimente parce que je vais tomber en hypoglycémie, etc. Donc, c'est en permanence, c'est en permanence, c'est du ressenti, mais à un moment donné, ces choses qu'on va travailler l'entraînement, le ressenti d'effort, elles vont devenir des choses non conscientes et automatisées pendant la pratique. C'est-à-dire qu'après, ça devient automatique. Ce n'est pas le jour du grand raid qu'on va découvrir le ressenti de l'effort. C'est un travail sur le long terme et même sur presque toute une vie de coureur à pied, maintenant, je le dis. Enfin, voilà, c'est un travail à faire en permanence et individuel aussi. Là, c'est un travail qui retourne sur soi, sur lequel on peut échanger, évidemment, mais ça reste un travail très individuel. Et justement, aujourd'hui, alors, ça me donne l'opportunité de basculer sur cette thématique-là, les réseaux sociaux, des plateformes comme Strava, la connexion des montres, les challenges qui existent. Est-ce que c'est pas un piège pour nous, les coureurs, d'être toujours dans cette comparaison, dans cette surenchère? Et peut-être que toi, tu le vis également au niveau du trail. Hein, tu le disais, j'aime le trail, j'aime l'ultra, mais peut-être une course à toujours plus loin, toujours plus long. Est-ce que tu es inquiet par rapport à ça et au développement de ces réseaux sociaux et de ce qu'ils apportent? Moi, je suis pas inquiet. Mais, et puis, moi, je pense qu'à un moment donné, effectivement, on peut en être conscient sans forcément le critiquer. L'essentiel, c'est d'en être vraiment conscient. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on n'en est pas conscient, c'est là où ça peut être un peu embêtant. C'est-à-dire que si je fais de la compétition, si j'ai envie de me challenger, voilà, pourquoi pas? Moi, je dis effectivement, si c'est le sel de sa vie, on a tellement pas de sel, des fois, dans la vie, on a une vie qui nous paraît morose.
Bah, moi, je trouve que c'est important, effectivement, et je ne le critique pas forcément plus que ça. C'est l'utilisation derrière, après qu'on en fait, et d'être uniquement sur le moi, en fait. En fait, le moi, voilà, c'est l'ego, c'est ce qu'on veut être, etc. Mais parfois, il nous dérange. Et finalement, ce qu'il faut, c'est plutôt être sur le soi, c'est-à-dire ce qu'on dégage. C'est ça qui est important derrière. Dire effectivement, ce que je vais travailler, est-ce que qu'est-ce que ça va influer et qu'est-ce que je vais partager derrière. Parce que effectivement, d'aller sur ce travail, tout ça, ah oui, si je le partage en prenant du recul avec mes potes et que ah bah je t'ai battu, etc., c'est génial, voilà. Mais si on l'interprète finalement comme quelque chose qu'on garde uniquement pour le moi, pour cet ego, c'est là où ça devient dangereux en fait. C'est qu'il est conservé dans une petite boîte et à un moment donné, ça va exploser parce que finalement, on peut pas être tout le temps sur le moi. On est dans le lien social, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui ont besoin de partager et de pas de se mettre dans sa bulle à soi uniquement pour soi. Enfin, pour le moi en fait. Hein, et après, effectivement, il y a le soi qui est projeté. Et c'est là où c'est dangereux en fait. Et cette surenchère du long, en fait, elle vient de là parce qu'on voit aussi certaines personnes qui vont peut-être aller chercher des challenges. Et il y en a des fabuleux, des choses géniales, etc. Et on peut les applaudir. Mais voilà. Et est-ce que à un moment donné, c'est quelque chose aussi qu'ils ont vraiment choisi eux-mêmes? Est-ce que c'est pour exister pour eux-mêmes ou est-ce que c'est pour faire quelque chose, pour partager et pour avoir du lien social, pour amener des choses derrière? Voilà. C'est ces questions-là que moi je me pose en ce moment, en fait, voilà, sur toutes les dérives en fait qu'on peut dire, mais je me permets pas de juger en fait. Je trouve ça très bien qu'à un moment donné on puisse se challenger, mais c'est à la personne aussi de savoir pourquoi il se challenge. Et la question, c'est là après on est sur le pourquoi. Alors on est dans la psychanalyse, c'est-à-dire moi je suis pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans la préparation mentale sur le comment. Est-ce que, à un moment donné, dans ton expérience, dans ta carrière, tu as peut-être été dans cette recherche de reconnaissance, que les projecteurs soient tournés vers toi, et est-ce que ça t'a pas peut-être grillé à un certain moment? Ouais, c'est un petit peu l'histoire philosophique du papillon qui va se rapprocher un petit peu trop de la bougie et il va cramer ses ailes, effectivement. Et c'est ce que je te disais, c'est-à-dire le côté du moi. En fait, on va essayer de combler un vide. En fait, c'est très psychologique là. Dire que on va aller combler un vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est soumis à des drivers étant jeune, soit beau, soit fort, ou alors voilà, on a des manques, certains manques. Et on va rechercher, on va à combler ce vide. Euh, et c'est quoi, se combler ce vide? C'est je vais être aimé, je vais être considéré. Voilà, c'est souvent et le plus gros, c'est de se faire aimer par les autres. Et surtout quand on est très émotionnel, on veut se faire aimer par les autres. Donc, on va le faire d'une manière, on va aller rechercher un moi finalement très profond et qui nous dérange en fait au fond du même, mais parce qu'on veut exister et on veut être aimé. Et c'est pour ça que je disais que on est très en retard en fait sur la préparation mentale parce que ça, c'est des choses importantes. Et quelqu'un doit être accompagné là-dessus. Et moi, j'aurais été peut-être accompagné à cette époque-là. J'aurais peut-être réagi différemment. Peut-être que j'aurais été encore plus fort ou pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, je regrette pas hein, du tout ce que j'ai fait. Mais on faisait de la prose sans le savoir, comme dirait M. Jourdan, quoi. C'est-à-dire que j'étais obligé de moi-même de faire ma préparation mentale et je me suis retrouvé dans une situation de stress aussi parfois où je comprenais pas quoi. Enfin, on se prend des scuds hein, des fois parce qu'on est dans un monde compétitif et ce monde compétitif, quand on vous dit, on vous fait des remontrances ou on vous montre votre ego, etc. et que vous voulez pas être comme ça en fait, bah, ça fait mal. Ça fait mal parce que en fait c'est pas ma nature. Mais peut-être que je reflétais cette image. Voilà. Et qui ne Donc, colle pas finalement avec la personne non, avec laquelle j'échange aujourd'hui. Donc, on est à absolument l'opposé. pas. Absolument pas. Et c'est peut-être pour ça aussi, effectivement,
qu'il y a eu cet événement en 2019. Peut-être que tu peux Justement, parler, mais tu me tends la perche. Justement, est-ce que ce stress, ces chocs que tu as pu avoir sur le plan émotionnel ont été à l'origine de cet événement du 24 septembre 2019? Est-ce que tu peux revenir sur les circonstances? C'est pas forcément un événement, ouais. on va dire, Non, positif, mais qui non, aujourd'hui, je mais pense, t'ont fait prendre conscience de certaines choses et cette bascule vers le côté mental. Je pense qu'aujourd'hui, ça a peut-être agi comme un révélateur pour toi. ouais, en fait, ce que j'ai pris peut-être comme une injustice et finalement a révolutionné, voilà, on va dire peut-être ma deuxième période de vie et que justement je veux transmettre. J'ai toujours aimé transmettre, etc. Mais finalement, la manière dont elle était faite, c'était peut-être pas la bonne en fait. Du coup, et on vit dans une société justement très basée sur l'ego, sur le repli sur soi-même, etc. Et il faut faire très attention à ça, mais c'est normal. Hein. Mais finalement, ce cumul finalement de vouloir se faire aimer, finalement, on en fait trop. Donc, on veut combler un vide qui sera jamais comblé en fait. Et donc, on répond à toutes les sollicitations, on répond à toutes les demandes, et on veut être là, on veut être là, on veut être là, on veut être là pour quoi au final? C'est pas tant la recherche de l'ego, c'est la recherche, justement, c'est ça, c'est là où les gens se trompent, c'est la recherche d'une existence et d'être aimé. Mais quand quelqu'un est hypersensible, voilà, c'est cette recherche en permanence et ça fait mal. Et le cœur, d'ailleurs, c'est des Japonais qui ont fait cette expérience-là, se comporte comme un poulpe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des émotions très fortes, il va énormément se contracter et aussi ça va jouer sur nos hormones, l'effet hormonal. Alors, il y a peut-être aussi des choses, certaines prédispositions génétiques, quoique. Moi, j'ai pas d'antécédents de vraiment Ce que tu disais, cholestérol, etc. voilà, pas de cholestérol, pas Non, pas d'hypertension, d'antécédents. une alimentation Non. saine, héritage donc Ouais, de ta c'est jeunesse. ça, c'est fou. C'est fou. Et le 24 septembre 2019, donc J'ai eu un infarctus, effectivement, avec 90% de l'artère principale bouchée. Donc, ma femme m'a dit en urgence, il faut aller à l'hôpital, mon médecin aussi ici, je le remercie. Et ils m'ont sauvé la vie sur là, quoi. Enfin, parce que je restais avec ça, j'aurais pas eu ces signes. 2 jours après, j'étais plus là, quoi. Alors, quelque part, ça fait quand même un choc parce que ce que j'ai pris comme une injustice, en fait, finalement, on me dit oui. Ouais, alors j'ai lu pas mal de choses sur la psychologie, Boris Cyrulnik, sur la résilience. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce terme résilience parce que résilience, c'est en fait c'est un métaux qui est déformé et qui revient en fait à sa forme initiale. Moi, c'est pas moi, pour moi, c'est pas ça. C'est ce que j'ai vécu, c'est un vrai traumatisme, mais le post-traumatique a été très bénéfique. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'appelle plutôt une construction post-traumatique. Et je me suis reconstruit différemment. Je suis pas revenu à l'état initial. Si je reviens à l'état initial, c'est pas bon, quoi. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas de la résilience. La résilience, peut-être dans certaines situations, certains peuvent y revenir, mais pour moi, c'est vraiment autre chose. Et je vis autre chose, j'ai envie de faire autre chose, bien que des fois, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, voilà, il faut se contenir, et c'est pour ça que je pense que j'ai trouvé une voie aussi. Je continue à courir tous les jours pour moi, pour me faire plaisir. Je vais faire mes 8-10 km dans les cannes, dans la forêt. Enfin, voilà. Et je lis beaucoup. Et je commence à réécrire aussi. Parce que c'est super de pouvoir écrire. C'est de pouvoir lire. C'est exceptionnel. Voilà. alors tu dis, on m'a sauvé la vie. Qui sont ces personnes? Est-ce que c'est seulement les médecins? Est-ce que c'est des personnes qui, sur un plan psychologique, ont pu t'aider à traverser et à être le Eric que tu es aujourd'hui maintenant? Moi, je vais vraiment remercier en premier lieu ma famille, quoi, et les proches, mais bon, effectivement, les parents, mais aussi surtout ma femme, mes enfants. Parce que c'est vraiment eux aussi qui nous font revoir en fait les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, tu es là, profite de tes enfants, ils sont là, ils sont présents, etc. Peut-être que je n'ai pas fait suffisamment avant. Donc j'en ai pris conscience aussi. Et que finalement, il y a des gens sur lesquels on peut vraiment compter dans un noyau dur, quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Enfin, voilà, il y a vraiment à un moment donné un noyau proche, très très proche. Et après, effectivement, autour de ce noyau, il y a
il y a les amis, il y a d'autres personnes, etc., qui comptent. Mais ce noyau proche, il est fondamental. Et souvent, on y accorde peu d'attention. On ne s'en rend pas compte. Et ouais, ils m'ont sauvé la vie parce que, en fait, quelque part aussi, bah, déjà, c'est ma femme qui m'a dit d'aller vraiment et qui m'a emmené aux urgences et tout ça. Et puis en même temps, qui m'a accompagné, qui sont là et dans les premiers instants. Donc, ouais, c'est aussi ces premiers signes et ces premiers mots qui, pour moi, sont aussi des déclencheurs et qu'il ne faut surtout pas oublier parce qu'on ne tient à pas grand-chose. Hein. Comme tu disais, oui, 90% bouché, ça tenait qu'à un fil. Est-ce que c'est finalement comme les athlètes de haut niveau, ça tient toujours à un fil? Est-ce que, à l'image de ce que tu as traversé là de négatif, est-ce que c'est voilà, ce côté ça tient à un fil aujourd'hui, tu en tires finalement beaucoup de bénéfices, tu te dis finalement c'est précieux, donc j'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai pas envie de faire des choses. Tu parlais d'un bouclier tout à l'heure que tu t'étais mis. Est-ce qu'il s'est renforcé par rapport à ça? Ouais, je crois que ce qui est important, c'est la vie. La vie est importante, en fait. C'est surtout ça. Effectivement, on a peur de ce qui peut être après, etc. Mais ouais, non, c'est ce qu'il faut penser, c'est voilà. Et j'ai beaucoup travaillé sur. Parce que c'est un petit peu à la mode, mais moi, je crois aussi quand même beaucoup. C'est-à-dire, c'est le côté présent, d'être présent, là, à l'instant présent, d'apprécier l'entretien qu'on peut avoir. C'est important. Et parce que j'ai toujours été dans l'anticipation avant. Voilà. On vit souvent dans le passé et pas mal dans l'avenir. On a du mal à vivre le présent. Et je pense que la pratique de l'ultra, je reviens à l'aspect l'ultra trail et notamment l'ultra distance. Ce qui est marrant, c'est une sorte de décélération, c'est la pratique de l'instant présent et la préparation mentale aussi. Donc, finalement, c'est vachement bien parce que c'est vraiment là-dedans que je m'oriente, c'est-à-dire c'est ici et maintenant. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? L'attention, tu vois, qu'on apporte. Je vais aller courir, effectivement, je vais profiter de faire telle chose qu'est-ce que je vais penser pendant que je vais courir? Enfin, moi, je vais écouter des podcasts maintenant en courant. Des fois, ça m'arrive d'écouter de la musique, mais j'y vais vraiment à mon instinct, à ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et effectivement, quand avant, je veux dire, c'est que finalement, la pratique compétitive, c'est une histoire assez récente. Hein. Et la pratique compétitive en trail, en ultra trail, elle est très, très, très jeune et encore beaucoup plus récente. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la surenchère, c'est de la prise de conscience. À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut au bout du compte? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Une reconnaissance, une expérience. Moi, j'opterais plus vers l'expérience quand même. Voilà. Et après, il y a les athlètes de haut niveau sont aussi des messages effectivement de ces choses-là. Donc, c'est aussi important qu'ils en prennent conscience à un moment donné. Il faut se faire le messager aussi de fort qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Après, moi, je veux pas forcément la réponse, hein, mais c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et après, moi, je te l'ai dit, sur le comment derrière. C'est ça le but d'un préparateur mental, un compagnon mental, c'est comment. Ok, tu veux faire le grand raid, ok, tu veux faire telle épreuve, ok, c'est chouette. Tu as déjà résolu en fait le pourquoi et voilà. Moi, c'est pas ça forcément qui m'intéresse le plus. Hein. C'est maintenant comment on va le mettre en place, comment on va le faire. C'est vraiment le cheminement finalement. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour y parvenir. Hein. Et je reste là-dessus. Mais le chemin, il peut être comme sur la Réunion, il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a des embûches. Exactement. Et il faut surmonter. C'est ce qui fait le sel de la vie. C'est ce qui fait aussi l'expérience, qu'elle soit positive, négative. Des fois, même dans le négatif, il y a des très bonnes choses. On va en parler, on va le sortir, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est le plus intéressant. Sincèrement, si on était tous forts, si on n'avait jamais de problème, on se ferait chier, quoi. Heureux sont les gens qui n'ont pas de problème, effectivement. Ouais, je suis pas convaincu. Ou ils le cachent. Voilà. Ils le cachent bien. Ouais, justement, mais ça peut provoquer aussi des petits problèmes. Exactement. Voilà, de cacher. C'est ce que tu transmets à tes étudiants, cette philosophie de la vie. Ouais, j'essaye. Qui était déjà, je pense, sous-jacente. Et tu l'avais déjà en toi. Et peut-être que cet événement a été un révélateur
Donc aujourd'hui, Ouais, tout à tu fait. œuvres dans cette dynamique-là d'être dans le moment présent et de pas forcément se projeter trop loin. Ouais, il y a un état d'esprit. Je relisais les revues quand j'étais chez. Je reviens à l'état initial des revues Spiridon des années 70-72. Pourquoi on aimait bien? Parce que enfin, c'est pas le fait d'être nostalgique, hein, pas du tout. C'est que effectivement, il y avait derrière un message, voilà, qui n'était pas forcément le message performatif absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière la performance, il y a une personne, il y a une histoire, il y a quelque chose, et c'est ça qui vraiment moi m'intéresse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de saveur, voilà. Et je pense que, alors, je ne vais pas critiquer hein, les perfs actuels, mais effectivement, maintenant, on commence à voir des gens qui font 2 heures au marathon. Voilà, c'est presque robotisé, enfin, c'est lobotomisé, il y a les polémiques sur les chaussures, machin. Ouais, bah, à un moment donné, le matériel évolue, bah, c'est bien, ça met des nouvelles choses. Il y a un chemin pour y parvenir, effectivement. Mais j'ai comme l'impression que bah, on est en train de se lasser, en fait. Et ça ne nous fait plus trop rêver. Parce que, Ce qui explique peut-être ouais, l'essor du trail de ce côté-là, c'est-à-dire que les gens ont oui, envie d'autre peut-être, chose et recherchent c'est des grands ça. espaces. C'est ça, parce qu'en fait, là, la pratique, elle peut être à tout le monde. C'est-à-dire que le chemin pour y parvenir, c'est ce qui va être le plus important. Et le résultat final, quelque part, bon, il n'y a pas de chrono hein, sur le trail. Donc déjà, c'est une première chose, il n'y a pas de chrono. Bon, c'est à la place, mais quelque part, on voit plus une solidarité que, bon, mis à part les premiers, j'espère que ça ne va pas trop se transformer, mais il y a quand même une certaine solidarité, il y a quand même un certain amusement, il y a quand même, voilà, cette prise de distance, ce détachement. Alors, il faut le définir aussi, ce détachement. C'est quoi le détachement, le vrai détachement, et qui est relié aussi à la vie. Le détachement, c'est compliqué. Mais je pense que c'est ça aussi qui peut-être attire. Et là, moi, j'ai comme l'impression que le sport de haut niveau va vraiment complètement se détacher, justement, c'est le cas de le dire, de la pratique de masse. Et on le voit bien dans les pelotons, sur un marathon, tu as allez, 20-25 Kenyans, Éthiopiens, etc. Puis après, tu as un énorme vide, on va dire un vide sidéral. Et puis après, à partir de 2h25, 2h30, tu commences à avoir un peu de monde, et énormément de monde, la densité. Mais voilà, il y a un monde sidéral entre le haut niveau. Mais alors, je ne veux pas dire qu'il faut mettre des cases et puis à un moment donné faire comme en cyclisme, faire que des professionnels. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que la pratique de la course à pied et la pratique du trail, ce qu'il faut garder à mon avis, c'est que tout le monde a, voilà, sur la ligne de départ, il y a hommes, femmes mélangés et tout niveau mélangé. Et ça, va voir d'autres pratiques. Je ne suis pas convaincu qu'on le trouve beaucoup. Donc, est-ce qu'il faut le garder, pas le garder? Moi, je dis que oui, c'est un enjeu qui est fabuleux et que les athlètes, entre guillemets, de bon niveau ne se prennent pas le melon. Et c'est pas le cas, hein, justement. Il y a beaucoup d'athlètes de très bon niveau qui travaillent, etc., dans le trail et qui sont fabuleux et qui sont des super ambassadeurs. Mais j'ose espérer qu'on va garder cet état d'esprit. C'est vrai qu'on est loin des paillettes des grands sports hein, tels que le foot, le rugby ou autres, alors que C'est l'argent. Hein. voilà, l'argent, des grands sportifs qui ont performé sur trail, ça va faire voilà un mini article dans la presse et ce sera pas forcément mis en lumière, alors que la performance est quand même parfois énorme avec une souffrance, une préparation, un entraînement qui fait que les athlètes ont dû composer avec une vie professionnelle et une vie C'est sportive ça. en parallèle. Mais juste, je voudrais revenir au modèle, effectivement, c'est que tu vois, quand je parlais du côté mimétique du troisième cerveau, et moi, je veux juste faire une petite explication pour que les gens comprennent bien. On est soit modèle, soit rival, soit obstacle, en fait, selon Jean-Michel Orgolian sur le troisième cerveau, et il a fait un super ouvrage là-dessus, et aussi sur l'altérité, enfin, beaucoup de bouquins là-dessus. Et en fait, je pense qu'il faudrait que dans le travail, on reste dans ce côté modèle. C'est-à-dire qu'on soit en fait des pères pour les autres. Père, c'est ça, c'est père aidant, comme on dit. Hein. On aide ses pairs, etc.
Le problème qui se pose, c'est que des fois sur les réseaux sociaux, en fait, il peut y avoir une rivalité, c'est-à-dire on passe rival, mais on est rival soi-même presque, parce que si quelqu'un montre trop finalement sur un réseau social, je suis exceptionnel, je suis dans la montagne, je suis le plus beau, je suis le plus fort, finalement, on va se créer nous-mêmes en rival. Moi, je suis une merde, quoi. Et c'est là où est le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi cette proximité, parce que sinon, ça fait de trop grands écarts. Et le problème, c'est que voilà, le travail aussi, il est dans la contemplation, on le disait tout à l'heure, et trop, des fois, on montre que des beaux modèles, quoi. Et c'est pas ça non plus. Des fois, l'athlète de haut niveau est dans la merde. Oui, Il faut qu'il s'entraîne dur. ou il peut Il est finir comme mal sur une nous. séance, ouais. Ouais, exactement. Mais au-delà de ça, voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est que attention d'esthétiser ou d'aduler finalement un modèle trop élevé parce qu'on n'a pas accès à ce modèle finalement. On a besoin d'avoir accès à ce modèle et donc de la famille du travail, il faut qu'il y ait une modélisation qui soit saine et qu'on puisse encore continuer à discuter avec tout le monde, etc. Et quel que soit le niveau, quoi. Moi, c'est ce que par contre, c'est ce que j'ai toujours aimé et voulu, c'est-à-dire que il y a des gens, ah oui, t'es accessible. Je dis, mais heureusement, ben, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être accessible? Ça veut dire quoi discuter? Voilà, c'est pas parce que tu gagnes une course que tu es une autre personne et que tu es un dieu, quoi. On mystifie, quoi. Et c'est ce que je C'est retrouve, fabuleux. moi, toi, à travers ce podcast, et c'est l'ADN, on va dire, des échanges que je souhaite avoir, mêlant des sportifs qui sont, comme moi, anonymes, des personnes comme toi, Eric, qui ont voilà, coaché d'énormes champions, parcouru, gagné de nombreuses courses, et on peut échanger, parce qu'on a voilà, la même passion, et je te remercie pour Mais c'est ça. un parcours. Mais oui, mais c'est un parcours et il faut écouter l'autre. C'est-à-dire que le parcours, bah, aujourd'hui, t'apporte aussi beaucoup. Tu vois, enfin, je veux dire, déjà par ce podcast, tu vas pouvoir diffuser de l'information, tu échanges. Et voilà, c'est un moment, si tu veux, voilà, dans cet instant présent qui est super. Et on ne peut pas, à un moment donné, tout le temps, je veux dire, le roi soleil, voilà. Et ça, dans la préparation mentale, on le dit. C'est-à-dire que si on va tout le temps chercher l'exceptionnel, le paraître, le roi soleil, on tombe vite fait dans les marécages. Et ça, c'est dans les préparateurs mentaux, ils le disent tous, hein, c'est que effectivement, il faut chercher. On a une vie normale entre guillemets aussi, et qui peut être fait pour nous de moments exceptionnels, à nos degrés différents, de niveau, de motivation, voilà. Mais, mais voilà, on est toujours en train de mettre sur des piédestals, voilà, et finalement, la vie, c'est pas ça, quoi. Enfin, on a besoin à un moment donné de modèles, hein, je suis d'accord, mais il faudrait faire attention qu'ils ne soient pas trop élevés, ces modèles. Mais en tout cas, merci pour ce long Avec plaisir. échange. Je voulais savoir quelle était ton actualité en 2021. Alors, Ouais. tu l'as dit, tu cours toujours, tous les jours. Ça, c'est pour la rééducation cardiaque. C'est ce qui est imposé Ouais, puis pour moi, pour ma pour tête, toi. pour être bien. Et puis aussi, il faut dire aux gens que c'est fabuleux d'aller courir. Les milliers de neurones travaillent. On travaille la mémoire, on travaille tout le cortex singulaire, enfin, le préfrontal, etc. Tout ça, ça calme et c'est en ébullition et on trouve des idées, des fois, fabuleuses. Donc ça, c'est important. Là, bon, moi, je suis toujours directeur du sport à l'université. Je me représente là pour un troisième mandat, d'ailleurs, au mois de mai. Il y a quelques projets. J'ai un projet sur le climat l'année prochaine, en 2022, XCSS avec Estelle Payen, on va aller dans le désert, ils vont skier dans le désert, alors je participe un peu. Il y a un truc de recherche au mois de novembre sur l'Ultra Trail de Clécy. Ça va être aussi génial. Plein de chercheurs vont venir. On va rester une semaine. On va faire des conférences, des colloques. C'est 50 coureurs qui vont être étudiés dans tous les sens du terme. Et on va échanger. Ça va être fabuleux. Et puis bah, moi, je continue effectivement à faire mon diplôme de préparateur mental que j'aurai certainement au mois de juillet, août. J'ai mis en place une structure qui s'appelle Glow avec ma fille, qui fait du conseil en images. Et moi, je fais de l'accompagnement mental. Voilà, aussi bien en entreprise maintenant aussi, ça m'arrive, et que sportif. Et puis, bah, peut-être un ouvrage dans les années 2022, 2023, quoi. Voilà,
Mais là-dessus, sur l'accompagnement mental, certainement, et qui soit lié quand même à notre pratique, avec des pistes que j'ai un petit peu évoquées, mais il y en a beaucoup plus encore, à mon avis, qui sont enrichissantes. Donc, on y reviendra, puis j'échangerai de toute façon sur les réseaux avec les personnes qui veulent échanger, parce que c'est ça, c'est le partage aussi qui est important. On n'est pas tout seul. C'est vrai que la demande a été très spontanée de ma part. Tu as répondu presque de façon immédiate, positivement pour l'enregistrement de ce podcast. Donc, je te remercie. Un grand merci. Je remettrai donc les liens qui te remercie. Vers ton site internet, vers voilà les différentes plateformes que tu gères aujourd'hui. Donc, un grand merci en tant qu'Aurélien de naissance d'avoir pu échanger avec moi. On est solidaires. On est solidaires, effectivement. Moi, je voulais te remercier aussi. Puis j'espère que tes podcasts vont être pérennisés puis valorisés parce qu'effectivement, j'ai pu en lire, écouter quelques-uns. Effectivement, il y a du contenu riche et avec un message un peu différent. Voilà, et c'est super. Donc, je t'encourage vraiment à continuer sur cette voie-là. Et puis, je pense que tu vas avoir plein de personnes intéressantes qui vont suivre. J'en suis convaincu. Grand merci à toi, Eric, pour ce long échange. Si tu passes par l'Eure-et-Loir, on essaiera peut-être de se croiser. Je passe un peu moins souvent du côté de la Réunion, malgré tout. Donc, ouais, d'accord. Peut-être qu'un jour, te trottera dans la tête de faire une des courses du Grand Raid, on ne sait jamais. Mes chevilles sont un petit peu, pas forcément en très très bon état, mais ne serait-ce que pour venir sur la Réunion, pourquoi pas qu'on puisse se voir et échanger. Un grand plaisir, Eric. Ok. Écoute, merci. Et puis, au plaisir, tous ceux qui pratiquent le trail, de se revoir dans les sentiers, ça nous manque quand même. Bon, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Eric. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Salut. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.